Donc, bonsoir à tous. Je vais vous présenter mon sujet qui porte sur l'évaluation des propriétés rhéologiques du syndrome drépanocytaire majeur par l'oxygène scan et leur influence sur la sévérité de la maladie, ainsi que l'impact de la réponse au traitement sur ces propriétés rhéologiques. Alors, je vais commencer par une brève introduction avec une première partie sur le syndrome drépanocytaire majeur, sa physiopathologie, sa clinique et les traitements. La deuxième partie va plus concerner l'étude des propriétés rhéologiques du globule rouge. J'exposerai ensuite les objectifs et la méthodologie de l'étude et je présenterai les premiers résultats obtenus et je finirai par une conclusion. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'hémoglobine? Donc, les molécules d'hémoglobine contenues dans les globules rouges consistent en des chaînes polypeptidiques dont la structure chimique est génétiquement contrôlée. Donc, la molécule d'hémoglobine normale de l'adulte, donc l'hémoglobine A, est constituée de 95% d'hémoglobine. Elle est formée de deux paires de chaînes alpha et deux paires de chaînes bêta et constitue 95% de l'hémoglobine totale. Et dans le sang adulte normal, on retrouve également une petite fraction d'hémoglobine A2, entre 2 et 3% plus ou moins. Et elle est composée de deux chaînes alpha et deux chaînes delta. Et on retrouve également une petite fraction d'hémoglobine fœtale qui présente des chaînes gamma à la place de chaînes bêta. Alors, le syndrome drépanocytaire majeur, qu'est-ce que c'est? C'est une pathologie génétique de l'hémoglobine de transmission autosomique récessive qui est caractérisée par la présence d'hémoglobine S et qui résulte d'une mutation du 6e codon du gène qui code pour la chaîne bêta, où une valine remplace l'acide glutamique. La mutation impliquée va diminuer considérablement la solubilité de la forme déoxyhémoglobine S, ce qui va entraîner une polymérisation de l'hémoglobine S lors de la déoxygénation. Donc, les globules rouges vont acquérir une forme de faucille. Si les dommages sont limités, les globules rouges vont reprendre leur forme initiale. Mais au cours de cycles d'oxygénation, déoxygénation répétés, il va y avoir une augmentation de dommages jusqu'à la formation de cellules qui sont plus rigides et qu'on appelle des cellules falciformes irréversibles. Les globules rouges falciformes qui en résultent sont nettement moins déformables que les globules rouges normaux. La polymérisation et la déshydratation cellulaire diminuent la déformabilité et augmentent la rigidité et la fragilité du globule rouge. Tous ces processus vont contribuer aux principales manifestations cliniques, notamment l'anémie hémolytique et la vaso-occlusion. La polymérisation va dépendre de beaucoup de facteurs, notamment le taux d'hémoglobine S, la pression partielle en O2, la température, la concentration en 2,3-diphosphoglycérate, et la présence concomitante d'autres variantes d'hémoglobine. Alors, au niveau de la clinique, donc, il a été montré que le temps de transit des globules rouges dans la microcirculation est allongé en raison d'une adhérence accrue à l'endothélium de plusieurs populations de cellules circulantes et pro-inflammatoires, notamment les neutrophiles, les plaquettes. Ce phénomène d'adhérence vasculaire accrue est responsable d'un ralentissement circulatoire qui va favoriser la falciformation dans ces zones vasculaires et peut entraîner ce phénomène de vaso-occlusion. Les globules rouges drépanocytaires rigides sont très instables, ils ont une durée de vie qui est réduite. L'hémolyse intravasculaire exacerbée va conduire à la libération d'hémoglobine et de l'hème plasmatique, ce qui va perturber le métabolisme du monoxyde d'azote en limitant sa biodisponibilité et stimule la production d'espèces oxygénées réactives de l'oxygène. Des complications telles que les crises vaso-occlusives, le syndrome thoracique, les ostéonécroses et les rétinopathies surviennent plus chez les patients qui sont moins anémiques, alors que ceux avec une hémolyse intense vont avoir des complications plutôt vasculaires et sont exposés à des risques d'artériopathie cérébrale, d'ulcères de la jambe, de priapisme, etc. Alors, au niveau, donc, l'expression clinique de la drépanocytose est extrêmement variable et va dépendre, entre autres, de la génétique. Donc, la plupart des patients homozygotes pour l'hémoglobine S vont avoir une maladie chronique ponctuée d'événements aigus. En revanche, donc, les patients qui sont dits hétérozygotes pour l'hémoglobine S sont en majorité asymptomatiques tout au long de leur vie.
Il existe aussi des patients dits hétérozygotes composites qui associent une hémoglobine S à un autre variant de la chaîne bêta, par exemple C, ou alors on a aussi des hétérozygotes composites S bêta-thalassémie ou S alpha-thalassémie. Donc, ces hétérozygotes composites vont avoir des manifestations cliniques également différentes. Alors, la présence concomitante d'alpha-thalassémie a un impact sur les événements cliniques en réduisant les symptômes qui sont liés à l'hémolyse, c'est-à-dire tout ce qui est AVC, priapisme, mais va augmenter les manifestations liées à la viscosité du sang, c'est-à-dire les crises vaso-occlusives. Il existe aussi d'autres hétérozygoties composites telles que la S-E2 punjab et la S-O-arabe. Alors, au niveau des traitements, donc pour la plupart des patients, la prise en charge de la drépanocytose va s'articuler autour d'une prévention des complications et d'un suivi médical régulier. Le traitement peut être symptomatique, donc en cas de crise vaso-occlusive, on va donner des antalgiques pour soulager la douleur. Il y a très peu de traitements curatifs et ils ne peuvent être réalisés que chez un nombre restreint de personnes. Il s'agit de la greffe de moelle osseuse et de thérapie génique. La prophylaxie du risque infectieux consiste à administrer préventivement des antibiotiques à renforcer le programme vaccinal dès le plus jeune âge. La transfusion sanguine et les échanges transfusionnels sont un outil important dans la prise en charge de ces patients. Et l'hydroxyurée, l'hydroxyurée, en augmentant le taux d'HbF, va permettre de diminuer l'occurrence des crises vaso-occlusives. Donc, c'est le médicament qui est le plus fréquemment donné. Donc, une meilleure compréhension aussi ces dernières années de la physiopathologie de la maladie a permis de développer d'autres médicaments tels que la L-glutamine, le crizanlizumab, le voxelotor et plus récemment le mitapivat qui est encore en phase 2 d'essais cliniques. Il y a de plus en plus de preuves qui désignent la médecine personnalisée comme une solution pour la prise en charge de maladies hématologiques. Et pour répondre à ce besoin et soutenir la recherche, il y a le projet Genomed for All, qui est financé par l'Union européenne, qui a mis au point une plateforme de partage de données. Donc, parmi ces projets, l'un est dédié à la drépanocytose. Et donc là, on va avoir des outils de suivi clinique et d'expression de la sévérité clinique des patients drépanocytose sont utilisés, dont l'oxygène scan. Notre laboratoire fait partie de ce groupe de Genomed for All pour l'utilisation de l'oxygène scan et on participe à l'harmonisation technique de cet outil. Alors, la rhéologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des phénomènes qui vont influencer l'écoulement et la déformation sanguine sous l'influence de contraintes appliquées. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent avoir un impact sur la déformation des globules rouges, tels que la concentration en hémoglobine, le taux d'hémoglobine fœtale, la présence d'alpha-thalassémie, etc. Et donc, la rhéologie sanguine dans le syndrome drépanocytaire majeur est modifiée par de nombreuses conditions qui peuvent varier d'un patient à l'autre et qui peuvent aussi varier chez un même patient au cours du temps. Donc, l'étude des propriétés rhéologiques des globules rouges est réalisable entre autres par l'ectacytométrie qui permet de mesurer la déformabilité des globules rouges soumis à une contrainte de cisaillement qui est générée par un viscosimètre de Couette. Les globules rouges circulent dans un flux continu et vont passer devant un faisceau laser qui vont diffracter la lumière. La lumière transmise est convertie en déformabilité qui quantifie l'étirement des cellules. Il existe différentes conditions qui peuvent être appliquées aux globules rouges et il y a différents modes. Donc, il y a tout d'abord le mode élongation et osmoscan. Donc le mode élongation, on va avoir un flux de globules rouges qui est soumis à différentes contraintes de cisaillement et va donner des informations sur la capacité de déformabilité des globules rouges. Dans des conditions de contrainte de cisaillement constante, l'application d'un gradient d'osmolalité, donc là c'est le mode osmoscan qu'on utilise pour les pathologies membranaires du globule rouge, va permettre d'apprécier le rapport surface sur volume qui est impacté par la déshydratation des globules rouges. Le dernier module qui a été développé sur l'ectacytomètre, c'est l'oxygène scan. C'est le module qui a été étudié dans ce projet. Alors, le module oxygène scan
permet d'évaluer l'index d'élongation des globules rouges en fonction de la pression partielle en oxygène pour une contrainte de cisaillement qui est constante. Il existe plusieurs paramètres. Donc, on voit ici, donc il y a d'abord le Imax, c'est l'index d'élongation maximale. Il va refléter la déformabilité globale des globules rouges à l'air ambiant avant le début de la désoxygénation. Puis on a le point of cycling, c'est la pression partielle en O2 à laquelle une diminution de 5% de l'EIMAX est mesurée pendant la désoxygénation. On a ensuite le recovery, donc en violet, la petite flèche, qui représente donc la capacité des cellules falciformes à reprendre la forme normale pendant la réoxygénation. Ensuite, on a l'air sous la courbe qui va donner une idée du nombre de cellules qui peuvent se falciformer pendant un cycle de désoxygénation-réoxygénation. Et on voit tout en dessous donc, le IMIN, qui est l'index d'élongation minimale et reflète le changement de forme et d'orientation du globule rouge durant la désoxygénation. Alors, le comportement des globules rouges lors d'un cycle de désoxygénation-réoxygénation peut être étudié et va permettre de suivre à un moment donné la sévérité de la pathologie et la réponse individuelle à un traitement. Et donc, c'est dans ce contexte que je vais vous présenter mes objectifs. Donc, la capacité de polymérisation de l'hémoglobine H et la rhéologie globale du globule rouge sont très variables au cours des situations aiguës et non aiguës pour un même patient et chez des patients différents. À l'heure actuelle, les indicateurs de l'évolution d'un patient au cours de sa vie la réponse au traitement sont encore à l'étude. Donc, notre objectif général est de finaliser du coup la mise en place d'outils de mesure de la rhéologie sanguine par l'oxygène scan. Et dans le cadre de la drépanocytose, nos objectifs spécifiques sont de suivre l'évolution clinique des patients atteints de syndrome drépanocytaire majeur en relation avec la rhéologie sanguine et les modulateurs de la pathologie. Un autre objectif est de comprendre la rhéologie du sang au cours des crises vaso-occlusives pour aider au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques et comprendre l'impact des traitements traditionnels tels que l'hydréa sur la rhéologie. Alors, au niveau, donc, il y a toute une partie qui a déjà été réalisée, mais le projet n'est pas encore fini. Donc, je vais commencer par vous présenter ce qui a déjà été réalisé. Concernant les premiers résultats, la validation de la méthode a d'abord été réalisée par une étudiante en médecine dans le cadre de son TFE en 2020 et a été complétée par une deuxième étudiante en pharmacie en 2023. La répétabilité a été testée sur un total de 6 patients drépanocytaires et 2 volontaires sains. La stabilité a été évaluée sur 4 patients drépanocytaires et 1 patient hétérozygote composite SC à 2 températures différentes, donc température ambiante et 4 degrés. Et enfin, afin de mieux standardiser le protocole expérimental, nous avons évalué différentes conditions préanalytiques. Donc ça, c'est la première partie sur la validation de la méthode. Et puis, la deuxième partie du projet a été réalisée elle avait pour but donc d'étudier la corrélation entre les paramètres biologiques tels que le taux d'hémoglobine fœtale et les paramètres de l'oxygène scan. Donc, ceci a été réalisé par la méthode d'analyse en composantes principales. Alors, il y a Zhou en 2020 qui a validé la méthode. Au niveau de sa répétabilité, elle a testé sur un échantillon d'un témoin sain et sur un échantillon d'un patient drépanocytaire. Donc, chaque échantillon a été testé 5 fois de suite dans une même journée. Elle considérait qu'au-delà d'un coefficient de variation de 5%, le paramètre est jugé comme ayant une répétabilité non acceptable pour la méthode étudiée. Pour le patient drépanocytaire, ici, on peut voir qu'on a 2 paramètres qui avaient un CV supérieur à 5%, donc non acceptable, et il s'agit de l'EI-min et du delta EI. Et on voit que les paramètres qui ont un CV le plus bas, qui sont le plus reproductibles, sont le Emax et le recovery. Alors, au niveau de sa stabilité, elle a été réalisée sur 2 prélèvements de patients drépanocytaires et un prélèvement d'un patient hétérozygote composite SC.
La stabilité a été évaluée en fonction du délai d'analyse post-prélèvement, donc à T0, puis 24 heures, puis 48 heures et 72 heures, en fonction du mode de conservation, donc température ambiante versus 4 degrés, et en fonction du génotype des patients, donc les patients SS versus SC. Pour l'étude de la stabilité, on a considéré qu'un taux de variation maximale de 14%, avec comme référence le résultat obtenu à la première analyse, est un résultat acceptable. Ce qu'il en sort, c'est que les paramètres EI max, le recovery et le point of sitting et l'air sous la courbe gardent une bonne stabilité et peuvent être mesurés jusqu'à 72 heures s'ils sont conservés à 4 degrés chez les patients de génotype SS. Par contre, les paramètres EI min et delta EI présentent une plus grande variabilité entre les mesures, de même que pour le point of sitting dans l'échantillon du patient SC. Donc ici, on voit par ailleurs, donc à gauche, on voit la stabilité chez un patient SS et à droite, la stabilité chez un patient SC. On voit que chez le patient SC, la stabilité est diminuée par rapport au patient SS. Et par rapport aux résultats précédents, donc pour les patients SC, l'analyse peut être réalisée maximum jusqu'à 48 heures après prélèvement. Alors, pour le deuxième PFE, Inès donc, a aussi fait la répétabilité sur un seul patient SS. Vu qu'avant, ça avait été fait sur un seul patient SS, nous avons voulu compléter cette validation sur un nombre plus important d'échantillons. Et donc là, Inès a effectué la répétabilité sur un échantillon d'un témoin sain et sur celui de 5 patients drépanocytaires. Chaque échantillon a également été testé 5 fois de suite. Et là, on avait un critère d'acceptabilité de 20%. Donc, 2 paramètres avaient des CV supérieurs à 20%. C'est le IMIN et le point of sitting, mais on voit que les deux, c'est pour le même patient, c'est le patient 2. Donc, ça pourrait être un problème préanalytique de ce prélèvement-ci. Et on voit par ailleurs que les paramètres les plus reproductibles où on a des CV les plus bas, ce sont le Imax et le recovery, donc comme l'a montré Zhu dans son TFE précédent. Donc, il y a une équipe hollandaise qui a effectué la mesure, qui a évalué cette répétabilité. Ils ont testé sur une plus grande population, donc sur 21 patients qui ont un syndrome drépanocytaire majeur, 5 hétérozygotes AS et 8 volontaires sains. Ils avaient un critère d'acceptabilité d'un CV inférieur ou égal à 5 et ils ont démontré que les 2 paramètres les plus robustes sont le Imax et le recovery, ce qui concorde parfaitement avec ce qu'on a obtenu par les 2 étudiantes. Alors, au niveau de la stabilité, donc par Inès, donc elle a été réalisée sur 2 prélèvements de patients drépanocytaires. La stabilité a été évaluée en fonction du délai d'analyse, donc à 4 heures, 24 heures, 30 heures et 48 heures, et en fonction du mode de conservation, donc température ambiante versus 4 degrés. Et on avait un taux de variation maximale acceptable de 26%. Comme le CV était plus élevé, le CV de la répétabilité était plus élevé chez Inès. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici pour les premiers résultats? Donc, tout d'abord, en rouge, c'est 2 patients drépanocytaires. Donc, en rouge, on a le premier patient, en bleu, on a le deuxième patient. Le trait continu représente donc le prélèvement qui a été conservé à 4 degrés et le trait discontinu, c'est le prélèvement qui a été conservé à température ambiante. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est que le prélèvement conservé à température ambiante est beaucoup moins stable que celui qui a été conservé à 4 degrés. Et aussi, il y a 2 paramètres de prélèvement, il y a 2 paramètres qui ont un taux de variation qui est tout à fait inacceptable, donc supérieur à 26%.
Déjà 4 heures après le prélèvement, il s'agit du point of cycling qui avait un taux de variation à 48% à 4 heures après le prélèvement qui a été stocké à 4 degrés. Et on a aussi le IMIN qui avait un pourcentage de variation qui était de 58% 4 heures après le prélèvement conservé à 4 degrés. Les deux déviations étaient sur le même prélèvement. C'était un patient d'1 an. Alors peut-être que justement ça a été biaisé. Il faudrait faire le test sur d'autres prélèvements différents. Ce qu'il y a dans la littérature, donc là, il y a une étude française où ils ont évalué la stabilité sur une plus large cohorte. Donc, il y avait 40 patients SS non transfusés, 16 patients drépano-transfusés, ainsi que 14 patients hétérozygotes composites SC. Et ils ont réalisé l'analyse directement après prélèvement, donc à température ambiante, et 24 heures, et après 24 heures conservés à 4 degrés. Donc, pour les patients drépano non transfusés, il n'y avait pas de différence significative après 24 heures. Pour les paramètres point of cycling et delta EI, oui, voilà, il n'y avait pas de différence significative pour ces paramètres-là. Cependant, le IMIN et le IMAX et le recovery étaient significativement plus élevés après 24 heures. Pour les patients drépanocytaires transfusés, par contre, il y avait une seule différence significative qui était pour l'EIMAX. Le reste il n'y avait pas de différence significative. Pour les patients SC, il n'y avait pas de différence significative pour le point of cycling, le delta EI et le recovery. Et par contre, on avait des valeurs significativement plus élevées en 24 heures pour l'EIMIN et l'EIMAX. C'est difficile de comparer nos résultats à ces résultats car nous avions une toute petite cohorte sur les deux études effectuées. On avait juste 4 patients SS et 1 patient SC. Alors, donc, par rapport aux critères préanalytiques, nous avons testé l'impact du temps de latence avant la mise en suspension de l'échantillon dans le tampon de PVP. Pour cela, sur le même prélèvement, on a testé 3 conditions différentes. Donc, on a fait 3 aliquots. Le premier aliquot est resté à température ambiante, a été testé immédiatement. Le second aliquot était conservé à 4 degrés et a été testé immédiatement après sa sortie du réfrigérateur. Et le troisième aliquot a été conservé à 4 degrés et il a été sorti du frigo et mis à température ambiante pendant 15 minutes avant analyse, avant de le mettre en suspension dans le tampon. Pardon. Et donc, chaque analyse a été testée en triplicate. La condition préanalytique où il y avait le moins de variabilité est celle où l'on conserve tout d'abord le prélèvement à 4 degrés, puis on le ramène à température ambiante pendant 15 minutes. Donc, c'est ce qu'on a retenu pour notre protocole expérimental. Ensuite, on a voulu aussi tester s'il y avait un impact du délai après la mise en suspension de l'échantillon dans le tampon. Donc, on a réparti en 2 aliquots. Il y a un aliquot qu'on a testé immédiatement après suspension dans le tampon. Et le deuxième aliquot a été testé 5 minutes après la mise en suspension dans le tampon. Les 2 conditions ont été testées en triplicate. Il n'y avait pas de différence significative, donc on peut préparer l'échantillon jusqu'à 5 minutes à l'avance. On peut même tester plus tard d'autres temps plus longs. Alors, au niveau, donc ça c'était la partie validation. En ce qui concerne la corrélation entre les paramètres de l'oxygène scan et les paramètres biologiques que Zhu a fait en 2020 dans son TFE, donc les paramètres obtenus par l'oxygène scan ont été corrélés aux données biologiques de chaque patient pour étudier la signification clinique et biochimique de ces différents paramètres et évaluer leur intérêt en clinique. Et donc, les données biologiques et les résultats d'oxygène scan de 11 patients SS et de 3 patients SC ont été analysés par la méthode d'analyse par composante principale. Et les résultats sont représentés sous forme de cercle de corrélation. Donc, dans le cercle, seules les flèches qui sont proches du bord du cercle peuvent être interprétées. Et les corrélations positives sont exprimées par la collinéarité des flèches et les corrélations négatives par des flèches de direction opposée.
Donc, on a pu tirer de ce cercle donc deux informations importantes. D'une part, que le taux d'HbF est positivement corrélé aux paramètres recovery, le Emax et l'air sous la courbe, et le taux d'HbF est aussi négativement corrélé au point of cycling. Et aussi le deuxième paramètre, donc c'est l'indice d'anisocitose qui est positivement corrélé au point of cycling. Donc voilà, alors ici on a le graphe d'individus qu'on a testé donc sur 14 patients SS et SC et 7 patients hétérozygotes. Et on a voulu, donc le graphe va permettre de représenter la projection en deux dimensions des points correspondant, donc chacun un patient étudié. Ici, en noir, on peut voir ce sont les patients hétérozygotes et en rouge, ce sont les patients homozygotes. Et il permet en plus, ce graphe-là, de projeter le centre de gravité des patients. Donc là, on voit le centre de gravité en noir, donc le petit carré, c'est le centre de gravité des patients hétérozygotes. Et le petit carré rouge, c'est le centre de gravité des patients homozygotes. Et la ligne verticale bleue permet de séparer une région qui ne contient que les points rouges d'une part et de l'autre part que les points noirs. Donc, ces deux éléments démontrent que l'oxygène scan est une technique qui permet de distinguer les patients qui ont un syndrome drépanocytaire majeur et les patients qui sont hétérozygotes AS ou AC. Alors, voilà, donc ça a été toute la première partie qui a été réalisée par nos deux étudiantes. Ici, donc, je vais vous présenter ce qu'on doit encore faire. Donc, nous avons reçu un nouvel automètre, un nouvel hectacytomètre. Donc, on doit refaire toute la validation technique sur le nouvel hectacytomètre. Donc, au niveau de la répétabilité, on va l'évaluer sur 2 patients SS, un patient AC et un patient S-bêta-tal. On va faire 10 analyses successives par échantillon et on se donne comme critère d'acceptabilité un CV inférieur ou égal à 5. Pour la stabilité, on va l'évaluer sur un prélèvement d'un patient SS et d'un patient SC. Le prélèvement sera séparé en 2 alicots. L'un sera conservé à température ambiante et l'autre à 4 degrés. Celui conservé à température ambiante, il sera analysé juste après le prélèvement, puis à 4 heures, 6 heures, 8 heures, 24 heures et 48 heures. Le prélèvement conservé à 4 degrés sera analysé 6 heures après prélèvement, 24 heures, 36 heures, 48 heures, 72 heures et 96 heures. Et on va prendre comme critère d'acceptation un taux de variation maximale de 14%. Alors, en ce qui concerne donc la deuxième partie de ce travail, on va étudier donc la rhéologie chez les patients atteints de syndrome drépanocytaire majeur. Et donc, cette partie sera divisée en trois parties distinctes. Donc, on va d'abord regarder l'évolution des paramètres de l'oxygène scan depuis la naissance. Pour cela, on va suivre les paramètres de l'oxygène scan des patients depuis la naissance lors de chaque visite médicale pendant au moins 1 an. On aimerait atteindre un nombre de 50 patients. On va également étudier l'impact du traitement. Donc, on va analyser les paramètres de l'oxygène scan chez 50 personnes non traitées par IDREA, chez 50 personnes traitées par IDREA depuis au moins 1 an. Et on va analyser aussi les paramètres de l'oxygène scan chez 20 patients avant l'instauration du traitement par IDREA et puis 3 et 6 mois après l'instauration de l'IDREA. On va également, donc la dernière partie va consister à évaluer les complications aiguës. Donc, on va analyser les paramètres de l'oxygène scan chez 20 patients hospitalisés pour une crise vaso-occlusive le jour de la survenue de la complication, ainsi que 24 heures après l'apparition de celle-ci. Et donc, tous ces résultats vont être interprétés selon le contexte clinique
génétique, c'est-à-dire s'il y a la présence d'une alpha-thalassémie concomitante, une persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale, aussi en fonction du contexte biologique, donc en fonction de l'hémogramme, du pourcentage d'hémoglobine fœtale et de l'hémoglobine S. Alors, donc globalement, en conclusion, la répétabilité était acceptable, mais on l'a fait sur des échantillons insuffisants, donc on doit augmenter le nombre. Pour la stabilité, c'est assez controversé. Mais donc, sur la première étude, on voit que les patients SS peuvent être analysés jusqu'à 72 heures quand ils sont conservés à 4 degrés, tandis que les patients SC, leur prélèvement peut être analysé jusqu'à 48 heures à 4 degrés toujours. Ce qu'il faut savoir, donc, dans la littérature, ils disent que le point of seeking et l'EIMIN sont les paramètres les plus informatifs d'un point de vue clinique. En effet, donc, le point of seeking est associé à l'affinité de l'hémoglobine d'un patient pour l'oxygène, tandis que l'EIMIN est corrélé au taux d'hémoglobine F et de l'hémoglobine S, et aussi au traitement du patient. Donc, ces paramètres-là sont très intéressants, mais on doit les interpréter en tenant compte et du génotype du patient, donc si c'est un patient SS ou un patient SC, du délai de l'analyse. Donc voilà. En ce qui concerne les conditions préanalytiques qu'on a fixées, donc ce sont les suivantes. Ce qu'on a décidé de faire, donc c'est après avoir retiré le prélèvement du frigo à 4 degrés, celui-ci est mis en suspension dans le tampon 15 minutes, après 15 minutes à température ambiante. Une fois que l'échantillon a été mis en suspension dans le tampon, l'analyse peut être réalisée dans les 5 minutes. On peut tester même plus loin dans le futur. Alors, en ce qui concerne la corrélation avec les paramètres biologiques, donc on a mis en évidence des corrélations intéressantes donc pour l'indice d'anisocitose et le taux d'HbF. Donc, on sait que l'augmentation des paramètres, donc le recovery et le Emax, signifie respectivement qu'il y a une meilleure récupération des globules rouges en termes de déformabilité pendant la phase de réoxygénation et une déformabilité de base élevée pour le Emax avant la désoxygénation. Donc, les globules rouges peuvent aussi subir ces cycles de désoxygénation dans des conditions physiologiques, et donc une meilleure récupération de la déformabilité ou une déformabilité de base élevée pourrait permettre aux globules rouges de passer plus facilement dans des vaisseaux de petit calibre et ainsi ne pas participer au phénomène de vaso-occlusion. Ceci pourrait expliquer l'efficacité du traitement par IDREA à diminuer les épisodes de crise vaso-occlusive en induisant une augmentation du taux d'HbF. Donc, l'air sous la courbe est positivement aussi corrélé au taux d'HbF, comme on l'a démontré, et en fait, elle reflète les résultats de l'EIMAX, l'EIMI et du point of seeking, et son élévation peut correspondre juste à une augmentation de l'EIMAX associée à une diminution du point of seeking. Cependant, donc, des études supplémentaires seraient pertinentes sur différents génotypes, pour pouvoir aussi évaluer les traitements et la clinique. Donc, c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie du projet que je vous ai expliqué, que je vous ai mentionné dans ma méthodologie. Et donc, l'Oxygen Scan, c'est un outil intéressant qui fournit des biomarqueurs intéressants dans l'étude physiopathologique de la drépanocytose et est prometteur pour tendre vers une prise en charge personnalisée en fonction des présentations cliniques, de la rhéologie des érythrocytes et de la réponse au traitement propre à chaque patient. Et donc, comme perspective, il serait intéressant d'évaluer la stabilité des paramètres de l'Oxygen Scan sur des échantillons prélevés dans des tubes ACD pour voir si on obtient une meilleure stabilité que les échantillons prélevés sur tube EDTA. Et aussi, ce qu'on pourrait réaliser, c'est pour s'assurer de la fiabilité de nos résultats, on aimerait utiliser un contrôle de qualité provenant, par exemple, d'un patient SS qui sera précédemment cryopréservé dans de l'azote liquide. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions.